Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle séance consacrée à la première séquence d'histoire de quatrième qui tourne autour de l'expansion européenne au XVIIIe siècle, négoce, autrement dit commerce, traite négrière et économie de plantation. C'est le quatrième épisode. Et après avoir planté le décor spatio-temporel, la carte, la frise chronologique, et aussi après avoir abordé la séquence sous l'angle artistique, l'histoire des arts, aujourd'hui on entre dans le vif du sujet avec un premier dossier consacré à la guerre de 7 ans, 1756-1763. Alors il ne faut pas se tromper de sujet, nous n'allons pas étudier la guerre de 7 ans en détail, pour le plaisir de l'étudier, même si c'est une guerre intéressante, puisqu'il s'agit probablement de la première véritable guerre mondiale, même si officiellement c'est pas elle, en réalité c'est probablement la première guerre mondiale de l'humanité, mais c'est pas la guerre en elle-même qui nous intéresse, c'est surtout en quoi la guerre de 7 ans oppose-t-elle les grandes puissances européennes en quête de la domination de la planète. Autrement dit, en quoi l'enjeu de la guerre de 7 ans est-il le contrôle, la domination de la planète par le vainqueur, et ce vainqueur sera un Européen. La question c'est de savoir lequel, entre le Royaume-Uni, la France, la Russie, l'Espagne, etc. Nous allons maintenant découvrir comment la Grande-Bretagne, celle du roi d'Angleterre George III et de son premier ministre William Pitt l'Ancien, comment cette Grande-Bretagne est le grand vainqueur, la grande gagnante de la guerre de 7 ans. Alors d'abord un simple rappel, la guerre de 7 ans est une guerre à l'échelle mondiale et elle offre à la dimension planétaire un duel entre la France et la Grande-Bretagne qui sont les, si je puis dire, les deux têtes d'affiche, les deux leaders des deux camps qui s'affrontent pendant cette guerre de 7 ans, mais chaque participant compte des alliés. Les Anglais, par exemple, peuvent compter sur les Prussiens, les Portugais en particulier, alors que la France peut compter sur l'Autriche et la Russie, ce qui fait que l'Europe est divisée en deux. Et c'est ce qui va expliquer finalement que la guerre va prendre fin en 1763. Parce qu'il faut bien se demander aussi pourquoi la guerre prend fin en 1763. Parce que même si les Anglais semblent l'emporter, ils n'ont pas encore véritablement vaincu leurs adversaires et la guerre aurait pu durer. Mais il n'est dans l'intérêt de personne de faire durer une guerre déjà bien longue, puisque commencée en 1756. Et ce qui va rendre la paix d'autant plus inévitable et pousser chacun à s'asseoir à la table des négociations, c'est qu'au cours en particulier de l'année 1762, deux événements vont influer sur le cours de la guerre. Le premier se déroule en Russie. L'impératrice, la tsarine Élisabeth meurt et son successeur, Pierre III, que l'on voit sur son portrait de sacre, eh bien lui, il est favorable à ce que la Russie soit en guerre, mais dans l'autre camp, dans le camp d'en face. C'est-à-dire que l'impératrice russe, Élisabeth, avait ancré la Russie dans le camp de la France contre la Grande-Bretagne. Il se trouve que Pierre III est de l'avis contraire. Il pense que les intérêts de la Russie sont de faire la guerre à la France
et de s'associer au contraire avec les Anglais. Ce qui revient à un retournement d'alliance. L'ennemi d'hier devient l'allié d'aujourd'hui, et l'allié d'aujourd'hui pour la France devient l'ennemi de demain. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour la France, parce qu'elle perd son allié russe, et que la France a fort à faire avec la Prusse sur le sol européen, donc c'est une très mauvaise nouvelle. Mais les Anglais ont aussi leur mauvaise nouvelle, c'est l'entrée en guerre de l'Espagne, entrée en guerre très tardive certes, hein, mais entrée en guerre tout de même. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour les Anglais, parce que l'armée espagnole représente une menace sur le plan naval. La marine de guerre espagnole est-elle de nature à remettre en cause la domination de la Royal Navy sur les mers du globe? Ça n'est pas certain, mais les Anglais n'ont pas envie de le vérifier. Les Espagnols de Carles III et de Charles III entrent en guerre aux côtés de la France, d'abord peut-être parce qu'effectivement les rois d'Espagne sont originaires de France, hein, ce sont des descendants de Louis XIV, malgré tout, ce sont des Bourbons les rois d'Espagne, mais c'est aussi et surtout parce que les Espagnols se sentent, et ils ont bien raison, très menacés dans leurs colonies américaines par l'insatiable appétit des Anglais qui ont chassé les Français d'Amérique du Nord et qui menacent très directement les colonies espagnoles. Et donc, face au renversement d'alliance russe d'un côté et face à l'arrivée de l'Espagne dans la guerre, eh bien, chaque camp se dit qu'il a intérêt à négocier au plus vite une paix qui, de toute façon, devra fatalement arriver un jour ou l'autre. Et on en arrive au traité de Paris de 1763 qui met fin officiellement à la guerre de 7 ans. Et au cours des négociations, le roi de France, c'est-à-dire Louis XV, va d'une certaine manière reconnaître la défaite de la France, au moins en Amérique du Nord, puisque c'en est fini des colonies françaises de ce qu'on appelait la Nouvelle-France, hein, quelque part entre les futurs États-Unis d'Amérique, la vallée du Mississippi et puis le Québec canadien. Les Français ont été chassés et ils sont remplacés par les Britanniques qui ont donc fait main basse sur l'Amérique du Nord. Mais dans une négociation, il faut que chacun fasse un effort. La France accepte la perte de ses colonies d'Amérique du Nord, mais en échange, les Britanniques restituent à la France, dans l'article 8, les îles des Caraïbes, Guadeloupe, Martinique en particulier, que les Anglais avaient pris aux Français à coups de canon. Alors, ça n'est pas très équitable hein, en termes de superficie, mais les îles du vent, comme on les appelle aussi, les îles des Caraïbes, ne l'oubliez pas, sont les îles à sucre. Et pour le Royaume de France, ça a une valeur marchande très importante, parce que le commerce avec les ports français de l'Atlantique, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, pour ne citer que, c'est un commerce qui est axé certes un peu sur les fourrures du Canada, mais surtout sur la canne à sucre venue des îles. Les Anglais, ça ne leur coûte pas grand-chose de rendre les îles à sucre parce qu'ils possèdent déjà la Jamaïque et d'autres îles qui fabriquent de la canne à sucre. Et pour eux, s'emparer des îles de la Guadeloupe, de la Martinique, c'est pas une si bonne affaire que ça parce que sur le plan économique, ça veut dire qu'ils se retrouvent avec beaucoup plus de plantations sucrières que nécessaire. Ce qui veut dire que ce sucre qui est produit dans les colonies françaises et sur lesquelles ils avaient pris la main, va effondrer le prix de vente du sucre, parce que quand il y a trop de sucre sur les quais de Londres, la valeur du sucre s'écroule, donc c'était une mauvaise affaire économique. Alors rendre aux Français leur île à sucre,
finalement, bon débarras. Donc les Anglais sont gagnants. Quant aux Français, ils font mine de crier à la victoire, ne serait-ce que pour sauver la face. Et Voltaire, le grand philosophe des Lumières, Voltaire, qui nous habituera à plus de subtilité dans ses raisonnements et surtout plus de clairvoyance, lui-même crie à la victoire en affirmant que le Canada, le Québec, au fond, ça se limite à quelques arpents de terre, de neige surtout. Autrement dit, c'est un territoire inutile qui encombre la France. Et Voltaire finit en affirmant que je suis comme le public, j'aime beaucoup mieux la paix que le Canada, et je crois que la France peut être heureuse sans Québec. Alors par contre, évidemment, pour les ports français comme La Rochelle, qui ont misé essentiellement sur le commerce avec les colonies d'Amérique du Nord, ça par contre, ça c'est une très très mauvaise nouvelle. Mais la France de Louis XV veut donner le sentiment et veut croire qu'elle est la grande gagnante de cette guerre de 7 ans. Et sans doute est-ce l'une des raisons, l'autre étant le retour de la paix, inespéré de la paix, qui font que Paris va célébrer en 1763 la fin de la guerre par un feu d'artifice triomphal qui est destiné à faire croire finalement aux Parisiens que la France est la grande gagnante de la guerre de 7 ans. Mais en réalité, il ne faut pas s'y tromper, la France de Louis XV est en perte de vitesse, surtout par rapport à la Grande-Bretagne de William Pitt, qui est le grand vainqueur de la guerre, aux côtés aussi de Frédéric II, le roi de Prusse, qui a tenu tête pendant cette guerre de 7 ans à la fois aux Russes et aux Autrichiens, ce qui est un véritable miracle sur le plan militaire. Quant à la Russie qui va aussi changer très rapidement de tsar, d'empereur, puisque Pierre III va vite être remplacé par son épouse Catherine II, eh bien la Russie qui a changé de camp au dernier moment peut faire aussi partie finalement des grands vainqueurs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la France est éclipsée aussi bien dans son influence mondiale que dans son influence européenne. La France de Louis XV tâchera de se consoler en optimisant la culture de la canne à sucre dans les îles qui lui ont été rendues par les Anglais, ce qui ne fera évidemment pas les affaires des Africains déportés de force pour venir travailler sur les champs, dans les champs de canne à sucre. C'est ce que l'on verra dans une prochaine séance. Mais en réalité, dans une guerre, il n'y a que des perdants. D'abord, l'Europe a beaucoup perdu, parce que comme elle a été d'une certaine manière l'épicentre de cette guerre mondiale, l'Europe a été dévastée. Sur le bilan humain, alors les statistiques ne sont pas forcément d'une grande précision, mais on pense que les militaires ont enregistré jusqu'à peut-être 700 000 morts, toutes armées confondues. Mais les civils ont naturellement payé un prix encore plus élevé, puisque les civils, par définition, sont beaucoup plus vulnérables, beaucoup moins capables de se défendre, parce que les pillages sont monnaie courante à l'époque encore, et les massacres nombreux, comme le condamne Voltaire, encore lui, notamment dans un roman célèbre, un roman philosophique qui s'intitule Candide, et dans lequel Voltaire fait découvrir à son héros Candide
eh bien, un champ de bataille avec un village dont les habitants ont été massacrés, les femmes violées, ce genre de choses. Voltaire en profite ici pour dénoncer les crimes de guerre. Donc l'Europe a baigné dans le sang. Mais il ne faudrait pas oublier non plus le coût économique absolument astronomique de la guerre, parce qu'une guerre aussi longue, il faut la financer. La France s'est très lourdement endettée, mais l'Angleterre aussi, et ça aura des conséquences indirectes très graves pour la Grande-Bretagne, qui fête sa victoire, mais qui se prépare des lendemains très douloureux, parce que les caisses du royaume sont vides, donc il va falloir les renflouer. Les Anglais vont avoir la mauvaise idée de vouloir se renflouer sur leurs colons d'Amérique du Nord, et ça sera à l'origine, mais on le verra lors de la prochaine séquence, ça sera à l'origine de la guerre d'indépendance américaine. Et finalement, les Britanniques qui ont fait main basse sur le Canada vont perdre ce qui deviendra les États-Unis. Voilà, j'espère que cette séance vous aura intéressé, vous aura permis de découvrir les enjeux, les vainqueurs et les vaincus de cette première guerre mondiale de l'humanité que fut la guerre de 7 ans. À bientôt pour une nouvelle séance.